Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat public chez nous ici. On décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités au sommaire ce soir. La rentrée, oui, la rentrée des classes au sommet de l'État. C'était lundi dernier, c'est forcément une rentrée sur fond de continuité, mais aussi et surtout de calcul politique alors que le président Patrice Talon et son équipe abordent l'avant-dernier virage de la destination 2026. Dans l'opinion, les discours se focalisent de plus en plus sur les enjeux et défis des élections générales à venir, comparés au chantier en instance, à l'attentisme des partis politiques et maintenant des questions de retour de sa traditionnelle pause estivale. Dans quelle nouvelle dynamique le chef de l'État va-t-il conduire sa politique de l'État? Quelles seront les initiatives socio-politiques d'ampleur et autour de quels projets? Assisterons-nous progressivement à une ambiance de fait, de règne caractérisée par une hyperactivité gouvernementale? Question au cœur du débat de ce soir. Après les belles vacances, c'est la rentrée, c'est l'opinion de l'éditorialiste que vous entendrez dans un instant. Suivront les discussions en plateau avec les analystes. Ensuite, parole aux consultants dans l'œil de l'expert Fidèle Ayena est docteur en sciences politiques et consultant en action publique et gouvernance territoriale. Dans un contexte de fait progressif de règne, les gouvernements se trouvent-ils sous pression? Question à notre juriste politiste, son éclairage à suivre. Aux portes de l'échéance 2026, doit-on considérer cette rentrée comme décisive pour le gouvernement, ses soutiens et ses opposants? Nous verrons bien ce que pensent nos invités en plateau et en toute franchise. Philippe Dansou, il est militant politique, président du mouvement Engagement pour le patriotisme intégral. Joël Bossi-Pelon est militant politique, il est membre du bureau politique du bloc républicain. Igor Aguenawa est observateur, spécialiste de la communication institutionnelle, et Landry Adelako, analyste spécialiste des droits humains et de la démocratie. Ce sont donc là nos invités du débat en toute franchise. Chez vous, c'est le grand rendez-vous. Bienvenue chez nous. Comme vous le savez, sur le grand rendez-vous, bien le point de vue de chacun compte. Et dans un instant, le débat avec nos analystes en plateau. Laurent, Roland, Toniniques, bonsoir. Christian Dadidja, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique, vous êtes venu de la télévision Eden TV. Merci de répondre présent à notre invitation. Henri Ambonnet, bonsoir. Christian Dadidja, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs donc, du grand rendez-vous. Merci de nous associer à ce rendez-vous. On espère bien que la confiance sera renouvelée. Le débat se fera, la confiance sera renouvelée, ne vous inquiétez pas. Alors vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique, vous venez directement de la radio Paris FM. Merci de répondre présent à notre rendez-vous. L'habitude du plateau avec Picardie. Bonsoir. Bonsoir Christian Dandelion. Merci d'être là. C'est moi. Vous êtes analyste, vous êtes également un acteur de la société civile. Et puis notre chroniqueur, notre éditorialiste, notre analyste politique, Omar Sanouf. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci d'être là. Oui, après les belles vacances, c'est la rentrée. Oui Christian, après les belles vacances, c'est la rentrée. Le gouvernement du Bénin, qui s'est donné un mois de repos, a repris depuis lundi 2 septembre 2024 le chemin de la présidence et des ministères où attendent sans doute les piles de dossiers qui engagent la vie du pays. Dégel total de la crise et normalisation des relations entre le Bénin et le pays frère du Niger, la rentrée scolaire, la revendication et les attentes des enseignants, le social et surtout la ménagère qui veut son panier garni avec peu de ressources. Ce sont là quelques grands dossiers sur lesquels est attendue l'équipe gouvernementale. Mais dans un contexte marqué par une fin de mandat de toutes les attentes et de toutes les attentions, l'exécutif du président Patrice Talon réussira-t-il sur ces chantiers pour satisfaire les attentes des Béninois? Les fins de mandat au Bénin sont particulièrement mouvementées. Les envies de continuité de ceux qui s'abreuvent
marigot du pouvoir et la volonté de rupture des opposants et autres frustrés politiques s'entrechoquent. De quelle feuille de route se dote alors le gouvernement pour continuer à satisfaire les besoins du peuple sans se laisser distraire par les dures réalités politiques de fin de mandat? L'éditorialiste propose un agenda en 3 étapes. D'abord, accélérer et finaliser dès ce mois de septembre la normalisation et le renforcement des relations avec tous les pays voisins, dont principalement le Niger. Ensuite, au-delà des tournées de reddition de comptes, il faudra maintenir un contact permanent avec les citoyens, mais surtout amortir davantage les chocs conjoncturels, sans oublier que les chantiers d'infrastructures ouverts soient achevés et mis en service pour ne pas laisser des éléphants blancs. Enfin, traiter les questions politiques avec tact afin de faire le plus large consensus possible autour des points névralgiques. 2025 s'annonce chargé sur le plan politique. C'est une belle occasion pour Patrice Talon de sortir le grand jeu pour conjurer la session selon laquelle le président en fin d'exercice est beaucoup plus préoccupé par le terrain politique et très peu concentré sur les questions relevant du bien-être des citoyens. Il lui faudra alors avoir la tête sur les épaules, mais surtout être chanceux d'être entouré de gens capables de rester avec lui jusqu'à la sauce finale. Et voilà, c'était donc votre opinion sur la thématique de ce soir. Merci à vous, Omar Salouf. Et bien, chers messieurs, le débat est ainsi ouvert. Après une pause estivale, oui, le président de la République et son gouvernement ont fait leur entrée. C'était en début de semaine dernière. Un premier conseil des ministres a eu lieu mercredi dernier. De nombreux dossiers sont évoqués. Devrait-on parler d'un retour de vacances, je dirais, un bon retour pour relancer la machine gouvernementale? Laurent Roland, Tony Kess. Je dirais que c'est un bon retour parce que quand vous travaillez à un moment donné, il faut prendre du repos et donc on ne pourrait pas remettre en cause cette volonté du gouvernement d'aller en vacances. Ils sont revenus des vacances, maintenant il y a beaucoup de dossiers sur la table. Comme l'a dit le chroniqueur, il y a des dossiers là en instance sur lesquels il faut se pencher. Vous avez parlé d'avant-dernier virage avant 2026 et donc il y a beaucoup de choses et les Béninois attendent le gouvernement de Patrice Talon sur beaucoup de chantiers et je crois que là maintenant ils ont du boulot, ils ont, comme le dirait l'autre, ils ont du boulot sur, sous et derrière, autour de la planche et donc il va falloir vraiment prendre en compte les revendications du peuple, écouter le peuple, satisfaire pourquoi pas la volonté populaire. Bon, on ne pourra pas satisfaire tout, mais faire l'effort de satisfaire le maximum pour espérer finir et être célébré en 2026. Autrement, ça va être difficile pour le régime en place. Et il parle le chroniqueur a parlé de la normalisation des relations avec le Niger. Oui. Pas le Niger seul, il y a aussi le Burkina Faso. N'oubliez pas que Ibrahim Traoré aussi a accusé le Bénin. Et donc, quand on regarde la fin du mandat de Patrice Talon, ça ressemble un peu à la fin du mandat de Nicéphore Segou à la tête du Bénin. Vers la fin, il y avait des problèmes avec le Togo, le Nigeria et puis même le Niger. Et donc, ça aussi a compté. Quand vous allez poser la question à Bruno Amoussou, le renard de Diakoto, il vous dira que si en 1996, ils ont été obligés d'aller vers le général Mathieu Kékou, c'est parce qu'ils estimaient qu'avec la situation de crise entre les pays limitrophes, si Segou doit être réélu, ce n'était pas évident que nous soyons un pays en paix parce que les autres étaient prêts à nous créer des ennuis. Donc, du coup, aujourd'hui, le président Patrice Talon a l'obligation d'écouter le peuple d'abord, mais en même temps de faire en sorte que la canne revienne entre le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et évidemment, le dernier dossier, le Togo également. Il y avait déjà cette situation un peu tendue entre le Bénin et le Togo, mais avec cette affaire de ravisseurs où le Togo envoie un mandat d'arrêt international, il faut arriver à chercher les moyens pour calmer le Togo. Et puis, voilà. Alors oui, vous avez beaucoup de chantiers, vous avez certainement les vôtres sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Oui, votre toute première réaction à la suite donc de cette opinion du chroniqueur sur ce retour de vacances. Ah oui, il a donc esquissé quelques chantiers sur lesquels, bien évidemment, le gouvernement va
se mettre. Mais il y a également dans le polémie, il y a les élections générales qui viennent parce que le dernier virage avec, bien évidemment, le code électoral qui est sur beaucoup de polémiques, il y a cette affaire des élections générales qui donc forcément les actes à poser, les actions à mener, les pas à poser également vont compter dans les préparatifs des élections à venir. Et c'est un gros chantier également sur lequel on va retrouver le gouvernement. Vous savez, parce que depuis quelques jours, il y a eu des appels à la relecture de ce code-là. Est-ce que le gouvernement va céder? Est-ce que le gouvernement va donner son accord pour qu'il y ait relecture? Parce que tout le monde indique que ce code-là n'est pas inclusif, mais plutôt exclusif. Voilà. Donc, il y a ce gros chantier qui est là. Oui, il a parlé donc de la normalisation avec le Niger. Il faut déjà dire que ça semble bon déjà, avec ce qu'on a entendu de la bouche de l'ambassadeur. Oui, ça sent déjà bon. Seulement qu'il faut maintenant continuer dans ce sens-là pour qu'on n'ait plus de crise entre les deux pays. Oui. Alors, le contexte dans lequel le gouvernement reprend, on va le rappeler, lorsque vous faites les calculs et les bons calculs, les toutes premières élections auront lieu en janvier 2026. Ça, on le rappelle. Patrice Talon est à pratiquement 15 mois de cette date, de cette échéance. Dans les points cités par le chroniqueur ce matin, il rappelle que la politique aura certainement droit de citer. Vous voyez la chose de cette manière-là? Est-ce que le gouvernement aura les coudées franches, aura vraiment les moyens de continuer sur les chantiers entamés plutôt que de s'occuper du terrain politique? Je pense que Patrice Talon et son gouvernement passeront, je dirais, les 13 ou 15 mois les plus politiques de la vie de gouvernance de ces 10 dernières années. Pourquoi ? Le président de la République, avant de partir en congé, je dirais il y a un mois, disait lors d'une interview qu'il participerait, je dirais, au choix de son successeur. Si le président de la République revient avec cette même dynamique, je pense que nous allons vivre, je dirais... Il a dit qu'il sera beaucoup plus actif. Voilà. Il y a deux choses. Soit Patrice Talon revient des congés en se disant, écoutez, peuple béninois, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé du mieux que je pouvais de développer le pays. Je pense qu'en tant que père de la nation, je prends du recul et puis je laisse les acteurs politiques de tous bords, de tous camps, je dirais, mener la vie politique pendant les 1 an et demi qui reste. Et moi, Patrice Talon, je continue le développement et sorti triomphalement. Ou soit Patrice Talon reste dans la dynamique de je participerai au choix de mon successeur, et en ce moment, nous aurons, je dirais, un jeu politique extraordinairement intéressant. Pourquoi ? Parce que de tous les camps, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, je vous dis bien, dès ce mois de septembre, les enjeux politiques, le déroulement de l'agenda politique caché de chaque camp politique va commencer à se faire savoir. Ce qui va vouloir dire ceci, les questions de développement vont passer forcément en second lieu, les questions, le chantier et autres, je dirais, chantiers lancés et autres grands ouvrages vont passer en second lieu parce que la politique va se faire et elle va se faire de façon ruse. Tout dépendra aujourd'hui de ce que Patrice Talon voudrait pour sa succession et aussi pour les élections générales de 2026. Disons-nous ceci, tout ce qui est cartel politique au Bénin actuellement, ils sont prêts. Ils attendent seulement de savoir où allons-nous. Et ce où allons-nous définira les grandes lignes des enjeux politiques de ces prochains mois. Et je suis convaincu que aussi bien de la mouvance que de l'opposition, la bataille sera rude. Et la bataille va commencer plus tôt que nous l'avions prévu. Ah bon? Oui, absolument. Vous avez ce sentiment? J'ai le sentiment que déjà en septembre, octobre, les enjeux vont commencer. Nous avons la liste électorale. Nous avons le code électoral dont les confrères parlaient tout à l'heure. Il y a au niveau politique beaucoup de chantiers. Mais il y a aussi le choix également des potentiels candidats à ces différentes élections. Voilà, la question du parrainage. En fait, ce sera un rénouvellement politique. Le pays va danser politiquement les mois à venir. Alors, oui, on a suivi votre édito tout à l'heure, Omar Salouf, le gouvernement qui a fait sa rentrée, le premier conseil des ministres. Nous avons vu le relevé du conseil des ministres, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quelle analyse faites-vous de cela?
Bon, j'ai eu l'impression que, bon, ils sont venus de congé, donc il fallait faire un premier conseil des ministres pour ne pas donner l'impression que les congés continuent. Et donc, les grands dossiers vont être abordés au fil des conseils des ministres et que le gros lot reste à venir, quoi. Mais moi, je ne souhaiterais pas voir le président dans cette posture où il est beaucoup exclusivement actif sur le terrain politique. Parce qu'on l'a vu dans une dynamique de développement. Pour moi, ce serait un peu décevant de le voir absent sur le chantier de développement et qu'il se consacre uniquement aux questions politiques parce qu'il est en fin de mandat et parce qu'il veut s'assurer que son successeur soit quelqu'un de bien pour le pays. Et je voudrais plutôt le voir dans une posture où il va user de son génie qu'on lui attribue pour être sur les deux chantiers au même moment. Sur le terrain politique. Ce n'est pas impossible. Absolument. Je souhaiterais le voir sur ce chantier pour qu'il se démarque de ses prédécesseurs qui, à la veille de leur... Il a annoncé qu'il sera politiquement actif. Politiquement actif, mais qu'il ne va pas laisser le terrain, le chantier de développement. C'est ce que je dis. On a l'impression que quand on est actif politiquement, il faut forcément oublier le côté développement. Non, moi je voudrais avec l'annonce des ministres conseillers qui seront nommés, l'aspect politique qui sera là. Donc politiquement, il sera actif. D'abord avec les ministres conseillers qui seront nommés. Maintenant, sur le dossier ne lui enlève pas la possibilité ou le droit d'être actif politiquement. Il a le droit d'être actif. Le Patrice Talon qui, pendant son premier mandat, a été technique. Mais depuis son second mandat, Patrice Talon est politique. Il a été totalement technique. À la fin du premier mandat, on a vu sur le terrain finalement. Et donc on aura un schéma bis comme ça. Oui, avec une justice, il sera beaucoup plus présent sur le terrain. Et avec le ministre conseiller qui a tourné dans les 117 communes. Voilà, et puis avec les ministres conseillers qui sont nommés, les descentes qui seront des propositions des partis politiques. Christian, parce que le choix du dauphin, le choix du dauphin va se faire comment? Patrice Talon jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore. Il n'a pas dit qu'il aurait un dauphin. Mais il va travailler. Le sens même d'être actif, on se pose la question, qu'est-ce qu'il est actif dans le choix de son successeur? Il va porter ce dauphin-là pour le montrer, bien sûr, mais à 6 mois. Donc déjà, il faut qu'il prépare le terrain autrement, en choisissant. Mais donc il faut que déjà, dans son propre camp, qu'il y ait des compromissions, des engagements, il faut que les gens s'acceptent d'abord et acceptent ce choix. Parce que le choix du dauphin ne soit pas unanime. Est-ce que c'est pas là qu'il aura beaucoup à faire? Mais moi je dis ceci, pour ajouter ceci, lorsque vous êtes un président de la République qui avait 2 partis politiques et qui voudrait bien choisi... Non, pas de partis politiques. Mais écoutez, comme vous connaissez 2 partis politiques représentatifs. Il y a un cap qui le soutient. Bon, dans la conscience populaire, on en voit 2. Mais ils ont des élus. Voilà. Supposons même 4. Là, quand c'est 4, c'est encore plus compliqué. Vous pensez que gérer 4 partis politiques à un an des élections, lorsque vous n'êtes plus candidat, c'est chose facile. Mais il n'y a pas de sortie. Mais mieux, moi je sens venir même un remaniement ministériel. Parce que, pour pouvoir être actif dans le choix de son successeur, Patrice Talon doit pouvoir faire un sacrifice. Lequel? Il devra faire un sacrifice. Laisser le développement pendant les 1 an et demi et parler politiquement politique. Je pense qu'actuellement, est-ce que Patrice Talon a encore besoin de développement? Parce qu'il y a beaucoup de chantiers en cours. Le plus important, c'est de suivre ces chantiers et de bien les finir. Et là, il sera sur le terrain politique. Je vous assure que, parce que quand vous regardez le PAG2, le grand chantier annoncé, tout est déjà, on a tout démarré. La seule chose à faire, c'est de suivre ces chantiers et bien finir. Maintenant, sur le terrain politiquement, vous le verrez présent partout. Vous le verrez. Et quand il parle de ministre conseiller, soyez sûr que les ministres conseillers, c'est les gens qui seront prêts à tout mouiller le maillot et en tout cas parcourir les coins et recoins du Bénin pour aller parler du bien de Patrice Talon et lui-même sera présent davantage sur le terrain. N'oubliez pas que c'est un monsieur qui est assez fait dans ses gestes. Quand il fait quelque chose, il sait très bien ce qu'il fait. Et d'abord, il a de l'avance par rapport aux acteurs politiques. Et c'est en cela que je dis parfois que les opposants aussi ont du boulot. Parce que s'ils restent là
à penser que c'est aussi facilement qu'ils ramasseront le pouvoir peut-être en 2026, c'est pas évident. Donc le monsieur prépare quelque chose qui peut nous surprendre. Quand vous parlez du code électoral, par exemple, question du code électoral, quand vous regardez, vous avez les dispositions, vous pensez qu'avec ce code électoral, facilement quelqu'un peut venir gagner les élections face à l'équipe des partis salons, c'est pas évident. Et on parle de le débat se poursuit. On parle également du dauphin. Il y a une multitude d'ambitions dans le camp présidentiel. Il y a une multitude d'ambitions. Il y a quelques semaines, quand on a vu les gens continuer à s'agiter, députés ou autres, il a suffi d'une rencontre par des congrès et qu'on retrouve la discipline dans sa famille politique. Parce que ça va continuer encore. Ça va continuer. Non, c'est-à-dire, là où nous sommes maintenant, il se peut qu'il continue de maîtriser la classe politique, notamment ceux qui le soutiennent. Donc j'estime que s'il a encore les cartes à main, il pourra vraiment désigner quelqu'un et l'imposer. Mais est-ce que celui-là qui est désigné sera imposé, pourra-t-il vraiment dans les élections? On se rappelle malheureusement de la situation du parti FCBE avec des sous. Donc on attend de voir. Pour ça qu'il va travailler à faire accepter son choix à tous les acteurs de sa classe politique, de sa famille politique. Il y a ceux qui vous soutiennent, qui disent publiquement oui, on est d'accord, mais vous le décrire comme un homme stratège. Et donc sur ce coup-là, Patrice Talon ne va pas, en fait, tout le monde ne va pas se rallier à ce choix-là. Bon, mais au moins 90% de sa famille politique va le faire. Il y a aussi quelque chose qui va compter. Celui qui va sauvegarder les réformes de Patrice Talon. Parce qu'à ce niveau-là, si la personne va venir et remettre en cause tout et tout, Patrice Talon ne sera pas d'accord. Donc, à ce niveau-là, il y a ce choix, il y a beaucoup de critères. C'est dire donc que avec cette reprise, le chef de l'État sera beaucoup plus engagé, sera regardant sur le terrain politique, plutôt que de se tourner sur je reviens sur ma posture de départ, je reviens à la chronique. Il sera beaucoup actif politiquement. Mais moi, je souhaiterais qu'il soit actif politiquement. Mais est-ce qu'il n'oublie pas les chantiers politiques? Laurent a parlé des chantiers de développement. Les chantiers de développement. Laurent a parlé qu'il a dit que le PAG2 a mis en branle un certain nombre de chantiers qu'il faudra suivre. Qui veut suivre si ce n'est pas lui-même qui va avoir un regard sur ça pour que tout aboutisse? À l'opérationnel, ce sont les ministres que nous voyons. Actuellement, il n'a plus besoin d'aller rechercher de l'argent pour les projets. Les projets sont déjà lancés. Il n'a plus besoin de rechercher de l'argent. Les projets sont lancés. Si ce n'est pas bien suivi, on va laisser des éléphants blancs. Ça fait deuxième chose. Patrice Talon est maître du jeu jusqu'à présent, mais jusqu'à quand? Est-ce que la discipline sera de mise jusqu'à l'assaut final? On attend de voir. Alors, Omar Sanouf, Roland, je peux vous remettre ceci. Quelle partie des 4 partis politiques, vous avez dit 4, qui le soutiennent? Moi j'en vois 2, mais 4. Non, mais c'est 4. Lequel de ces partis-là sera le parti qui va porter son successeur, en fait, son prédécesseur pour lequel il sera actif? Est-ce qu'il va avoir fusion des partis de la mouvance? Oui, voilà, comment est-ce que ça va se passer? Qui d'entre ADT? Ou encore Djobé de l'autre côté, ou encore, comment il s'appelle, Jacques Ayadi? Bon, Jacques Ayadi, on peut encore comprendre qu'il peut accepter tuer son parti politique. C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'il y a possibilité pour Patrice Talon aujourd'hui, à la fin de son mandat, de contraindre ses partenaires politiques à une fusion? C'est ça, c'est pourquoi je disais, c'est pourquoi il y a aussi un dossier sur lequel il faut aller avec le gouvernement aujourd'hui. Vous savez, ceux qui sont en prison ou ceux qui sont en exil, il n'y a que Patrice Talon aussi doit chercher le bon timing pour régler ce problème. Qui vous souvient qu'en 2012, quand il y avait l'affaire tentative d'empoisonnement, tout le monde a appelé Boni à pardonner. Il n'a pas écouté. Il l'a fait pratiquement en 2014-2015. Et c'était trop tard. Et c'est ça qui l'a tué pour que Patrice Talon puisse accéder au pouvoir. Politiquement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Patrice Talon sur ce terrain aussi doit être très, très attentif. Le pardon est une faute. Il l'a dit. C'est la même personne qui a dit on ne change pas une équipe qui gagne, qui est droit dans ses bottes, mais le lendemain, on a sauté un ministre. À ce niveau, s'il règle bien ce dossier aussi, parce qu'à un moment donné, s'il attend trop tard pour le faire, c'est que ça va aussi jouer contre son dauphin. D'accord, on verra. Il a posé le problème
problème du timing, on va revenir là-dessus tout à l'heure. On va parler de la feuille de route dans la suite de nos échanges. Il y a ce que nous appelons dans le prétoire. Dans le prétoire, nous donnons la parole aux citoyens. Les citoyens ont également leur avis sur le sujet en débat ce soir. Rencontrés, ils se sont prononcés et parlent ici de leurs attentes. On marque l'arrêt dans le prétoire, on les écoute, ils sont au micro de Mardoché Gounou et Jocelyn Barriga. Je suis à 100 mètres des choses. Je suis juste à quelques mètres de l'arrondissement et à quelques mètres des logements sociaux. Mais dites-vous que nous, on n'a pas de lumière jusqu'à présent, ce qui n'est pas bien. On n'a pas de lumière. Donc j'aurais souhaité que vraiment le gouvernement, pour le peu de temps qui reste, essaie vraiment de faire le répertoire de ces localités donc qui restent là. Et sinon, c'est pour voir un temps soit peu comment satisfaire ces localités-là. Je vais vous dire, ce président, vraiment, il a réalisé des choses, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais il y a 3 points noirs dans son bilan-là, qui sont le social, l'éducation. L'éducation est même dans le social, mais l'éducation, sincèrement, c'est par terre, même au niveau universitaire. Et puis, le 3e point noir, c'est la justice, qui constitue un bras armé. Non, c'est pas bon. Voilà les 3 points noirs. Sinon, franchement, des choses ont été réalisées, ça c'est sûr. Moi, je voudrais qu'on revoie le système au niveau de l'enseignement de base parce que c'est à la base on forme les apprenants en passant par le secondaire avant de nous envoyer ces apprenants-là au supérieur. Mais aujourd'hui, quand vous venez au supérieur, ce n'est pas la peine. Vous prenez un enfant qui a étudié pendant 13 ans, c'est-à-dire 6 ans au primaire et 7 ans au secondaire, et vous l'envoyez dans le supérieur, basiquement, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Donc il faudrait qu'on accentue les efforts vers le primaire, parce que en temps on appelait le primaire l'enseignement de base. Parce que quand le socle n'est pas bien construit, le socle n'est pas solide, on nous envoie des apprenants vraiment qui basiquement ne valent rien. Il est capable encore de corriger. Je vais vous donner un exemple au niveau de l'éducation. Des professeurs certifiés sont à la maison et on recrute des titulaires de licence. Parce qu'il faut les payer moins. Des professeurs certifiés sont à la maison. Ceux qui sont qualifiés pour... Et on prend des titulaires de licence parce qu'on ne veut pas payer ces professeurs certifiés à juste titre. Et voilà, par exemple, un pan. C'est pas possible. On ne peut pas révéler une nation sans l'éducation, l'instruction et la formation. C'est impossible. Qu'il soit équilibriste, qu'il ne fasse pas parce que son mandat est en train de finir pour dire maintenant je vais tourner vers le sud parce que je suis du sud et lâcher le nord. Non. Tel qu'il a commencé, qu'il fasse de telle sorte que quand on va finir, on lui tient un chapeau. Et voilà, nous étions dans le prétoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on suit les quelques intervenants que nous avons, les questions politiques ne les intéressent pas. C'est mon impression ce soir. Pratiquement, ils ont parlé d'autre chose, mais pas de politique. Est-ce à conclure que, bon, les questions politiques, ils en ont désormais assez? Oui. Non, écoutez, vous savez, il y a quelqu'un qui a posé le problème de l'éducation. Oui. C'est la base de tout. Oui. Et le problème qu'il pose est d'autant plus vrai qu'il faut penser vraiment à corriger ça. Parce que quand vous prenez quand vous prenez 2-3 étudiants et que vous échangez avec 2-3 minutes, vous allez remarquer que c'est pas ça. Dans ce que nous avons étudié, nous autres nous avons étudié, aujourd'hui on constate que c'est pas ça. Arrêtez, c'est pas ça en réalité. Les curricula de formation n'ont pas changé. N'ont pas changé, mais non, écoutez, qui sont les acteurs qui enseignent les enfants aujourd'hui? Il faut aller à ce niveau-là. Entre-temps, vous ne pouvez pas ne pas apprendre vos leçons
sont allés en salle. Vous avez l'année dernière, vous créez le châtiment corporel, mais aujourd'hui, c'est proscrit. Oui, c'est proscrit. Donc les enfants. En parlant d'éducation, je pense que c'est un peu pas nécessairement ce sujet. Le sujet véritable aujourd'hui, c'est d'abord mettre en valeur les enseignants et les infrastructures scolaires. Malheureusement, je ne peux pas parler de 6 000 de classe, mais bon, je n'en compte pas autant à Bobo-Clavi. Donc, il y a ce problème qu'il faut régler, mais il faut mettre en valeur les enseignants. Aujourd'hui, quand on dit aux AME, vous venez, vous faites 3 ans, vous reversez, puis 3 ans, 4 ans, 5 ans, les gens ne sont pas reversés, c'est un problème à régler. Quel avantage? Mais c'est pas ça, en réalité. Le statut juridique compte, parce qu'aujourd'hui, si on a un problème, qu'est-ce qui le couvre? Est-ce qu'il y a une loi qui le couvre? Est-ce qu'il y a des protections pour autant? Donc, on fait semblant d'envoyer quelques bonbons aux enfants pour les calmer, et puis le gros pour le reste. Sur le plan de l'éducation, je me demande comment un enfant fait le parcours, le cursus jusqu'à obtenir le bac avec autant de lacunes qu'on décrit à l'université. C'est-à-dire qu'on est en train de décrier, Justement, la question de l'éducation, je pense qu'on va revenir là-dessus, on va consacrer une thématique. Maintenant, si dans le Vox Populi, on constate que les gens ne s'intéressent pas trop à la politique, c'est que ils ont l'impression de dire la politique aux politiciens. Nous, on est préoccupés par autre chose. En tant que population, en tant que citoyen, nous, on veut que ça change sur tel autre point. Et ils ont abordé un point important, qu'est l'éducation, qui est en réalité le socle de beaucoup de choses. Donc, ils auraient voulu qu'on ne les emmène pas trop avec les questions politiques et que les politiciens eux-mêmes s'en chargent, sans pour autant oublier qu'il y a des questions de développement, des questions de bien-être social à régler. Les citoyens rejoignent un peu le chroniqueur sur un point où il disait que les gens souhaitent que leur panier soit rempli. Le bien-être qui préoccupe les citoyens. Ça dit que les politiques, tout ce qu'ils font, c'est le 23 mai 2021 à Porto, le logement social. Et donc, ça n'a pas pris pour les gens. Ça a commencé, il y a des efforts qui ont été faits. Donc, il va falloir faire davantage d'actions pour le logement social. Lorsque je résume le Vox Populi, je me rends compte qu'au-delà des questions d'enseignement et autres, il y a aussi des attentes légitimes au niveau de la justice. Au niveau de la justice. Mais qui parle de justice parle de liberté. Qui parle de liberté parle de politique indirectement. Donc, ne nous disons pas que le Vox Populi parle seulement que de questions de développement et de panier de la ménagère. Ce sont des questions qui sont entreliées. La question du social dont nous parlons, il faille que si, bon, on le dit, dans un temps ou dans l'autre, si Patrice Talon doit sortir triomphalement, il faille que le hautement social annoncé soit réellement véritablement social. Vous avez évoqué 2 aspects. Très rapidement, on va les aborder. Moi, concernant le social, j'estime qu'à ce niveau, par exemple, est-ce que le hautement social décrété le 23 mai 2021 à Porto-Vaux, est-ce que c'est vraiment du social? Parce que déjà, quand on dit pour avoir le passeport en urgence, il faut payer 100 000 francs. Il y a un service VIP partout au monde. Et donc, le service VIP peut être à 100 000 francs. Mais le service d'urgence, par exemple, doit être un service social. Parce que le citoyen qui apporte la preuve de son urgence doit pouvoir avoir le passeport au prix fixé. Ordinairement, c'est 30 000 francs. Quand vous souhaitez qu'on revoie ça? Oui, par exemple, c'est le deuxième aspect. On a cassé les gens au niveau de la Belge Lagunaire. Les gens ont créé de l'emploi là. Investissent. Beaucoup ont investi des millions. On les a cassés. Maintenant, on dit que pour s'installer, il faut payer des millions comme caution pour s'installer. Combien de Béninois ont des millions à investir là? J'estime qu'aujourd'hui, on crée la République des bourgeois. Il faut arrêter avec ça. Parce que quand on décrète le hautement social, on agit pour faciliter la tâche aux citoyens plutôt que de créer une République des bourgeois. Alors justement, nous sommes en train d'élaborer autour de cette rentrée, de voir le temps qui reste à parcourir pour Patrice Talon, surtout avec la grande échéance ou les grandes échéances de 2026. Quelle sera la feuille de route pour le chef de l'État, en quelques mots? La feuille de route que j'ai proposée, oui, c'est que le dégel de la crise avec les pays voisins soit résolu, que le gouvernement se rapproche beaucoup plus des citoyens au-delà des tournées de reddition de comptes, la nomination des ministres conseillers la nomination des ministres conseillers pourra régler un tant soit plus ce problème, mais avec son revers où les ministres conseillers peuvent constituer du fil à retordre pour les autres ministres sur le terrain ou pour les autres politiques. Donc j'espère que le président Patrice Talon saura régler ce problème et les chantiers du PAG 2,
que ça soit bien suivi pour qu'on ne laisse pas d'éléphants. Que tout soit totalement achevé. Totalement Les différents marchés construits sont en train d'être progressivement inaugurés et occupés par les usagers, notamment les bonnes. Oui, la feuille de route, selon vous, pour vous? J'estime que le premier problème à régler, c'est déjà la question de Ricky Amadou, Joël Yvon et Constant en prison. Il faut régler le problème là. Il faut choisir le bon timing pour ne pas être surpris. Et deuxième chose, véritablement, quand on parle de développement social, il y a beaucoup de choses à revoir. J'estime qu'il faut vraiment régler ces problèmes. Mais en même temps, le chef de l'État doit pouvoir savoir qu'il est en train de finir son mandat et donc c'est comment faire pour célébrer qui doit être le plus important. On ne lui dit pas de distribuer l'argent aux populations, aux citoyens béninois, mais c'est d'écouter davantage son peuple. Parce qu'on a comme l'impression que parfois on dirige et puis après on se dit, écoutez, bon. J'avais dit à un moment donné qu'il avait la tête dans le guidon. Je n'ai pas envie de le dire, mais c'est comme si vous allez en souffrir, mais vous pouvez rien faire. On vous écoute. En plus de ce qu'ont abordé les collègues, moi je voudrais dire qu'on doit revenir à la question de la justice, à la question des exilés. Il faut calmer la tension politique. Il faut rassurer les acteurs politiques. Il faut rassurer le peuple. Je pense que c'est la première chose à faire dans les mois et dans les semaines à venir. Après cela, il y a aussi, je dirais, le dialogue qui doit être renoué entre acteurs politiques pour pouvoir, je dirais, travailler ensemble aux différentes étapes de réalisation des élections générales de 2026. C'est important. Nous voulons le développement, mais il n'y a pas de développement durable sans la paix. Et il faut revoir le code électoral. Le code électoral, c'est chantier très important. Il faut revoir ça. Oui. On vous écoute, Henri. Non, mais écoutez, il y a plusieurs chantiers pour le gouvernement. D'abord, sur le plan politique, oui, préparer les élections de 2026 avec date. Il faut que tous les moyens soient bien évidemment concertés. On parle bien sûr de code électoral qui est sur beaucoup de polémiques ces derniers temps avec bien sûr appel des uns des autres à sa relecture. Et sur le plan du développement, oui, Omar l'avait souligné, continuer les chantiers après 2026 qu'on n'enregistre pas les éléphants blancs. Pour qui connaît Patrice Talon et son gouvernement, bien évidemment, on ne va pas donc laisser les éléphants blancs. Bien évidemment, il y a des chantiers qui vont continuer même après Talon, mais arriver à mettre en place une dynamique qui va faire en sorte que ces chantiers ne deviennent pas éléphants blancs. Donc, une normalisation des relations avec les autres pays, pas seulement avec le Niger, parce que on a essayé de cocher un peu la sensibilité de certains pays, et donc il faut peut-être renouer avec ces pays-là pour que la diplomatie... Peut-être toutefois s'attendre aussi à une nouvelle tournée nationale du chef de l'État. Il le fera, certainement. Il a dit qu'il sera très actif. En 2021, on l'a vu faire le tour du Bénin. La lecture continue dans les quartiers. Oui, c'est ça continue déjà. Même s'il y a beaucoup plus de présence sur le terrain. Donc on va prendre le contrôle. Ça veut dire qu'en 2025, on aura la chance de revoir encore le président de la République de nos quartiers. Bon, on va toucher ça si vous avez besoin de le voir. On a besoin de le voir sur le château. Merci à vous, Ahmed Picardi. Merci beaucoup. Merci à vous, Henri et Amonet. Merci. Laurent Toninkes. Et merci à vous, Omar Salouf. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous avec vous, chers débatteurs. Eh bien, dans la suite, nous aurons un second grand plateau avec d'autres acteurs pour aborder cette question. Doit-on considérer cette rentrée comme décisive pour le gouvernement du président Patrice Talon, ses soutiens, vous parlez des partis politiques et autres, et ses opposants? Eh bien, la question sera abordée avec nos invités du second plateau, en toute franchise, Philippe Dansou, qui est militant politique, président du mouvement Engagement pour le patriotisme intégral, Joël Bossipono, qui est militant politique, membre du bureau politique du Bloc républicain. Nous aurons Igor Aguinawa, qui est observateur, il est spécialiste de la communication institutionnelle, puis Landry Adelacon, il est analyste spécialiste des droits humains, de la démocratie. Ce sont nos invités en toute franchise. Mais avant, entre-temps, nous avons un invité dans la rubrique L'œil de l'expert. Nous sommes dans un contexte de fin progressive de règne. À quoi s'attendre quand un gouvernement fait sa rentrée politique, l'avant-dernier de son mandat? La question sera posée à notre expert fidèle. Ayuna, il est juriste politique.
Dans l'œil de l'expert sur le plateau du Grand Rendez-vous, dans un contexte de fin progressive de règne, à quoi s'attendre quand un gouvernement fait sa rentrée politique, l'avant-dernier du mandat? Question à notre expert, Fidèle Aïna, juriste, politiste, docteur en sciences politiques et consultant, action publique et gouvernance territoriale. Docteur Fidèle Aïna, bonsoir. Christian Dandigan, bonsoir. Merci de répondre présent à notre invitation. Alors, dans un système politique comme le nôtre, que représente une vacance et une rentrée pour le gouvernement? Merci Christian Dandegan et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3. Oui. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Que représentent donc les vacances gouvernementales et puis la rentrée gouvernementale? Évidemment, comme pour toutes les institutions de la République, les vacances sont salutaires et que lorsqu'un gouvernement part en vacances, c'est normal, ça veut dire que les charges politiques vont prendre une pause. Les ministres, notamment, sont autorisés à prendre des vacances ou en famille ou voyager tout en se rendant disponibles et en précisant les lieux de leurs vacances. Parce que, pour autant, l'action administrative ne s'interrompt pas. Les ministres restent toujours dans les charges de leur mission, en tout cas ministérielle. Et donc, les vacances, c'est pour permettre une trêve politique en quelque sorte, parce que c'est un moment où même la classe oppositionnelle se retrouve aussi en vacances, le dialogue politique en vérité s'estompe un peu et chacun va se requinquer afin de redémarrer, comme c'est le cas, une nouvelle rentrée. Alors, et la rentrée gouvernementale, ça a une signification particulière? Mais c'est juste que, comment dire, les charges politiques peuvent reprendre, que ce soit la classe oppositionnelle ou le camp gouvernemental, le débat politique reprend et que les activités également reprennent. Vous savez, quand il y a vacances gouvernementales, le Conseil des ministres ne se réunit pas pendant ce laps de temps, un mois de vacances, et que dorénavant, le Conseil des ministres se réunit pour décréter sur tous les pans, toutes les matières au terme de la Constitution. Alors justement, nous avons eu un Conseil des ministres déjà après la reprise le lundi dernier, le Conseil des ministres mercredi. Alors quels sont bien souvent les chantiers qui attendent l'exécutif, surtout quand on se retrouve dans un virage qui conduit vers une fin de mandat? Je pense qu'il n'y a pas tellement de différence. Ce n'est pas parce que le gouvernement du chef de l'État, du président Patrice Talon, s'achemine peu à peu vers la fin de mandat qu'il y a une différence. C'est toujours la même action publique qui continue. Le chef de l'État et son gouvernement sont appelés à l'action sur tous les pans de l'action publique, en tout cas de la société, de la politique, de la justice, etc. Donc il est appelé à l'action et que son gouvernement et lui vont s'atteler dans ce sens-là pour produire des résultats, parce que avant tout, un gouvernement est attendu aux résultats. Le gouvernement est attendu aux résultats, et quand on parle de résultats, parfois il y a des succès, il y a parfois également les échecs, et les gouvernements très souvent en cette période font le bilan des actions et préparent l'opinion sur la suite à donner au reste du mandat. Devrait-on s'attendre à des épisodes mouvementés dans l'opinion dans ce contexte? Je pense que le gouvernement doit s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement politique, mais le vent politique, ce vent politique ne viendra pas du gouvernement, parce que le gouvernement produit une rhétorique politique en termes d'action, en termes de résultats tangibles, visibles, et que le gouvernement, lui, si l'opposition devrait le laisser tranquille dans son cocon, sera tranquille avec les résultats. Sa rhétorique, c'est dans le verbe d'action, les résultats qu'il produit. Voilà. Et que le gouvernement ne vient pas pour brandir ses échecs. Aucun gouvernement au monde viendra dire ben oui, j'ai échoué, ce ne sera pas stratégique. Il vendra au quotidien ses résultats. Et ces résultats, ce n'est pas seulement à cette rentrée gouvernementale, c'est le résultat produit depuis bientôt maintenant 2 mandats successifs du chef de l'État. Alors, dans cette
conditions, doit-on déduire que si les attentes, les épisodes mouvementés ne venaient pas du gouvernement et que c'est d'ailleurs, le gouvernement peut-il se retrouver alors sous pression? Et si c'était le cas, quelle sera sa conduite, sa manière de répondre à ces pressions-là? Évidemment, le gouvernement ne sera pas laissé tranquille, étant donné qu'il est confortable dans les résultats qu'il peut brandir, les chiffres qu'il pourra brandir à l'opinion publique. Il ne sera pas laissé aussi tranquille dans cette posture. Il appartient maintenant, c'est de la responsabilité des acteurs de l'opposition d'essayer de déconstruire la cohérence de l'action du gouvernement à travers les chiffres qu'il peut brandir, à travers les résultats matériels, tangibles qu'il peut produire, et essayer de déconstruire par leur rhétorique, la rhétorique des acteurs de l'opposition ou du camp oppositionnel, c'est la rhétorique de la promesse. La promesse, avant de promettre, il faut déconstruire le réel, il faut déconstruire ce qui est visible actuellement et que brandit le gouvernement pour essayer de dire que oui, nous allons pouvoir mieux faire. Et comme vous avez parlé de mouvement politique, parce que c'est un virage que notre pays entreprend vers la fin de mandat en 2026, avec toutes les échéances électorales qui arrivent, et évidemment, il appartient pour le débat politique et public aux partis d'opposition d'animer le débat, d'essayer de sortir le gouvernement de ses gonds pour venir se justifier encore plus en disant que oui, ils peuvent paraître les meilleurs acteurs ou qu'ils ont la meilleure alternative à produire. Mais si les partis de l'opposition ou les acteurs de l'opposition ne font rien, je pense que je crains qu'il n'y ait pas ce mouvement politique à ce virage. Ce virage, en vérité, ça parle, ça porte sens beaucoup plus pour les acteurs de l'opposition que pour le gouvernement. Et dans le camp gouvernemental, si il y a, parce que c'est aussi, comme on a pu le voir dans notre histoire politique, c'est le temps des débandades politiques, des acteurs, des soutiens de premières heures du président Patrice Talon qui ne se retrouvent ou ne se retrouveraient plus dans la comptabilité des résultats qu'il apporte parce que, évidemment, ils savent que le chef de l'État n'a plus l'occasion de rempiler constitutionnellement. Alors, dans la volonté de reconquête par eux-mêmes ou par leur camp, ou des, je vais dire, des frictions qui existent autour du chef de l'État, il y en a qui peuvent se désolidariser. C'est en cela qu'on a un peu ce contrat de déloyauté politique où certains, en se désolidarisant de l'action gouvernementale, vont commencer par produire une autre rhétorique pour aller dans le sens de la promesse. Parce que pour promettre, il faut pouvoir dire que le réel n'est pas confortable aujourd'hui, qu'on ne peut pas se contenter de ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, un gouvernement qui fera face à cela, alors que d'un autre côté, il y a les questions de développement qui continuent d'exister, des chantiers qui sont en cours, qu'il faut continuer de suivre. Est-ce que le gouvernement, face à la pression que lui mettra peut-être l'opposition, aura toujours la tête à répondre aux situations comme répondre favorablement au développement, aux chantiers de développement, aux exigences en cours? En vérité, chaque acteur politique doit pouvoir rester professionnel dans son camp et que ici, il faut pouvoir dissocier l'action du chef de l'État lui-même, qui est le chef d'orchestre du gouvernement et de l'action de la mêlée politique, et que lui, dans sa posture actuelle, il a intérêt à rester, en tout cas à construire sa postérité politique, parce que lui, il s'en va. Lui, il s'en va. Vous savez, s'il est parti en 2026, son nom doit pouvoir entrer dans l'histoire politique du Bénin. Et je pense que le chef de l'État en est conscient. Et que, quelles que soient les attaques qui vont venir, que ce soit dans son camp ou dans le camp de l'opposition, lui, il devra rester dans la rhétorique des résultats qu'il a à produire, des résultats qu'il a à brandir pour dire que j'ai été à votre service pendant 2 mandats successifs, mais j'ai apporté tel résultat. Je pense que lui ne se laissera pas distraire par le débat politique qui visera à le déstabiliser pour le ramener sur l'échiquier politique de la promesse et donc de l'action politique. Sa stratégie, lui, ce sera de défendre son mandat jusqu'au bout. Donc, les questions de développement, il restera dessus. Mais le camp qui l'entoure et qui prépare une réédition politique de Patrice Talon, c'est-à-dire la continuité politique de son programme, de ses réformes, ce camp aura maintenant
à répondre, à animer le débat avec les partis ou les acteurs de l'opposition pour montrer qu'ils restent les acteurs, en tout cas les acteurs plus idoines pour conduire les réformes entreprises aujourd'hui par le chef de l'État. Se détourner de ces objectifs, c'est pas évident, mais travailler pour la succession, est-ce possible? Est-ce que cela est possible? Travailler pour la succession. Évidemment, il n'y a pas de chef d'État qui ne pense pas à sa succession. Vous avez parlé tout à l'heure sur les plateaux qui ont précédé de dauphinat politique. En Afrique, notamment, c'est un peu une culture africaine, hein, typiquement, d'essayer toujours, lorsque on a conduit un mandat ou 2 mandats successifs, surtout 2 mandats dans un pays, hein, dans une démocratie comme ça se passe en Afrique, de penser à sa succession. Donc, la question du dauphinat, on ne peut pas penser que le chef de l'État n'y pense pas. Forcément, il doit y penser. Penser à qui il laisse le pays pour savoir que les réformes qu'il a entreprises, la vision politique qu'il a pour ce pays sera maintenue après son mandat en 2026. Évidemment, même s'il ne communique pas dessus, il y pense et que cela fera partie des enjeux politiques des prochains mois dans ce pays. Alors, nous allons donner la parole aux citoyens dans une rubrique que nous appelons le prétoire. Vous les avez entendus. Beaucoup ne se sont pas intéressés à la question politique, mais plutôt parlent de l'existence, des questions de développement. Avez-vous compris un peu pourquoi cette aversion à la chose politique des citoyens depuis un moment? Je ne pense pas que c'est une aversion à la chose politique. C'est juste parce que par le biais du bien-être social, par le biais des questions de développement, de la justice sociale, etc., de la cohésion sociale, les acteurs, en tout cas les personnes qui ont été interviewées, ont cette manière-là aussi de parler de la politique. Ce n'est pas une esquive en tant que telle de la chose politique, hein, du débat politique. Cela fait partie intégrante aussi de la politique, de la chose politique. Donc en mettant le curseur sur ces éléments, ces thématiques, c'est une fois de plus pour ces personnes interviewées, ces acteurs, hein, de la société, de rappeler aux politiques quelles sont les attentes sociales, hein, les missions pour lesquelles en tout cas le peuple attend ces acteurs politiques. Donc les plans d'action sur lesquels il faudra agir. Donc une fois de plus, c'est parler politique. La dernière question, d'ici la fin du mandat, sur le plan politique, sur le plan développement, comment voyez-vous le Bénin? Sur les mois prochains, jusqu'en 2026, la question du développement, ce sera une question que seul va maîtriser le chef de l'État. Le chef de l'État, qui, s'il garde la cohérence de sa vision politique, aura pour leitmotiv de conduire cette politique de développement jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de son mandat politique, et que les autres acteurs, que ce soit dans son propre camp ou dans le camp de l'opposition, auront à animer le débat beaucoup plus sur la question de l'alternance politique, sur la question de la succession, sur la question de l'homme idoine, le messie politique qu'il faudra, parce que c'est cela qui va animer le débat autour de l'entourage du chef de l'État et dans le champ politique. Mais pour le chef de l'État lui-même, ce qui va le préoccuper le plus, ce sera de rester cohérent dans sa vision politique pour conduire le développement, évidemment sans rester pour autant indifférent sur la question de sa succession. Merci beaucoup, docteur Fidèle Ayina. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes juriste, politiste, docteur en sciences politiques, et vous êtes également consultant en action publique et gouvernance territoriale. Avec vous, c'était l'œil de l'expert. On va marquer la pause juste après. Ce sera la rubrique en toute franchise avec le second plateau de la discussion avec nos invités. Le second plateau de notre grand rendez-vous de ce jour, de ce soir, avec nos invités. On va commencer par les présenter. Philippe Dansou, bonsoir. Bonsoir Christian. Vous êtes acteur politique, vous êtes président du mouvement Engagement pour le patriotisme intégral. Oui, au niveau de votre mouvement, qu'est-ce que vous faites? Ça se passe très bien. Nous sommes là pour défendre ce qui est défendable, pour le bien du peuple. Il y a des choses qui sont pas défendables? Ah oui, bien sûr. D'accord, merci. On fera le débat tout à l'heure. Joël Boussipolon,
bonsoir. Bonsoir, cher ami Christian. Vous êtes militant politique, membre du parti Bloc Républicain, membre du bureau politique beaucoup plus précisément. Et Landry Adelakou, notre spécialiste des droits humains et de la démocratie. Merci de répondre présent à notre invitation. Bonsoir, bienvenue. Et bonsoir à vous, Igor Aguelawa, observateur spécialiste de la communication institutionnelle. Eh bien, voici le plateau constitué. Nous parlons de cette thématique depuis le début de cette émission, cette thématique autour de la rentrée gouvernementale, le retour sous le signe de la poursuite des réformes. On va recueillir donc l'avis, les interventions de chacun de nos acteurs ici réunis. Et politiquement, je vous donne la parole pour un gouvernement qui reprend les activités après quelques semaines de vacances. Est-ce que ça représente pour l'acteur politique? Joël Boussy-Paulon. Merci, cher ami, merci, chers téléspectateurs. Et je voulais d'abord dire que lorsque vous travaillez avec le président Patrice Talon, il y a des vacances, mais pas tellement de vacances. Là, je ne peux pas dire que les ministres sont allés se reposer. Est-ce qu'ils ont eu le temps pour se reposer? Parce que j'en ai vu de très actifs pendant encore ces vacances, ce qui veut dire qu'ils ont pris un peu de repos, quelques minutes ou heures de repos. Quand vous travaillez avec le président Patrice Talon, je pense que c'est le développement, c'est le pays qui est le plus important. Et c'est vrai, ils ont eu quelques jours pour se équerquer davantage. Ils sont revenus tous en pleine forme. Et comme vous le savez, le président il est venu le premier. Et c'est pour dire que ça y est, il n'y a pas de repos, on continue. Et je le disais tantôt, le gouvernement de la rupture a entamé de grandes réformes. Et pour ceux qui connaissent le président Patrice Talon, on ne fait pas de l'à peu près. Les réformes entamées doivent être poursuivies. Et lorsque vous regardez sa boussole politique, c'est bien sûr le programme d'action du gouvernement. Et les grands chantiers annoncés sont déjà amorcés. Et aujourd'hui, ce qui reste à faire, ce qui est urgent à faire, c'est le suivi de ces chantiers, c'est la présence effective, l'écoute de la population comme d'habitude, et aller encore beaucoup plus sur le plan social comme il a commencé avec son deuxième mandat. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui parce que pour les vacances prochaines, nous serons déjà en plein pied dans les élections. Dans les élections, justement, les dossiers seront déposés, on sera déjà les candidats. Donc je dis, pour moi, c'est déjà les dernières vacances qui ont été arrêtées, effectuées. Et je pense que le président Patrice Talon et le gouvernement reprennent, ils ont repris depuis le lundi passé. Je pense que c'est pour aller finir ce qu'ils ont entamé. Le président Talon, comme vous le connaissez, tient à quitter le Bénin la tête haute et avec tout ce qu'il a entamé, qui a bénéficié de la confiance des populations. Vous avez vu, il avait été élu en 2016 et fort de ces grandes actions qu'il a posées pour le développement du Bénin. En 2021, vous avez vu, il y a eu que le peuple a dit mais vas-y. Donc nous avons deux défis. Finir ce qui a été entamé et travailler à une relève de qualité pour continuer ce que nous avons. D'accord, je reviendrai à vous tout à l'heure. Philippe Dansou, vous êtes acteur politique. Comment vous voyez ça? C'est vrai qu'on est habitué aux vacances gouvernementales. On est habitué également aux différentes rentrées gouvernementales, mais cette fois-ci, cela a un caractère. Est-ce que cela a un caractère beaucoup plus particulier pour vous, cette rentrée, cette reprise? Mais cette reprise a un caractère particulier parce que nous sommes à 15 mois de la fin du mandat du président Patrice Talon. Je dirais peut-être des prochaines élections. Des prochaines élections. Et là, est-ce qu'en réalité, moi je peux dire aujourd'hui qu'ils sont rentrés des vacances avec des ambitions? Je ne pense pas. Je vais les voir en action pour comprendre qu'effectivement ils sont allés en vacances, mais pas pour se reposer, mais ils ont travaillé. Parce qu'il y a des sujets d'actualité qui sont là, des sujets brûlants qui sont là, que nous connaissons tous, et qui doivent être vidés avec le temps, parce que si on ne vide pas ce dossier, c'est pas évident qu'on puisse dire, bon, en 2026, qu'on pourra effectivement saluer les efforts du président Patrice Talon. Il faudrait que, dans les jours à venir, à travers des actions qui poseront sur le terrain, sur le plan politique, social et autres, que je pourrais dire, vraiment, ils sont allés, pas pour se reposer, mais pour aller travailler, pour relever de grands défis. Vous savez, aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, malgré ce qu'il fait comme effort, il y a beaucoup de choses qui se disent. Nous voyons des choses aussi. Et il a du devoir des ministres qui sont autour de lui de travailler pour soigner un peu l'image du personnage. Et ça commence dès maintenant. La relation que nous avons avec les pays limitrophes, par exemple, doit être soignée pour qu'on puisse dire, en son temps, il y a eu des dérapages, mais vers la fin, il y a des corrections qui sont faites.
Du côté social, il y a des choses qu'il faut faire à ce niveau-là. Mais du côté du terrorisme, par exemple, ce sujet qui est un sujet très, très important, qu'on n'en parle pas souvent. Mais ces ministres doivent travailler maintenant pour que cette affaire soit vidée. Mais en du terrorisme, on a des bases, on a des gens qui nous soutiennent, qui sont là, qui appuient, qui financent pour qu'on puisse arrêter, que ça puisse arrêter. Malheureusement, il y a des attaques. Mais s'il y a des contrats qu'il faut rompre, il faut les rompre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on sommes là pour vous soutenir, pour vous accompagner, et puis au fur et à mesure qu'on est là, on se bat, ce qu'on refuse arrive à chaque instant. S'il faut qu'on de l'autre côté, les terroristes aussi développent des stratégies. Il faut une politique, il faut une stratégie. Et le président Patrice Talon sait ce qu'il faut trouver, ce qu'il faut pour trouver une solution à ça, pour que nous puissions effectivement dire qu'au moins sur ce plan, ça se passerait bien. Maintenant, avec. Il y a tellement de dossiers. Surtout vous qui êtes bien souvent en contact de vos populations, on verra quelles sont peut-être les attentes de ce côté-là. Vous êtes spécialiste de la communication institutionnelle. Oui, quand on parle de l'exécutif, c'est une institution de retour aux affaires après quelques semaines de repos dans un contexte beaucoup plus particulier puisqu'on rentrera en 2025 très bientôt et en 2025 sur le plan politique ça sera un peu mouvementé, certainement en République du Bénin. Comment voyez-vous cette reprise-là au plan institutionnel du gouvernement, au plan institutionnel? D'accord, merci Christian. Je voudrais vous féliciter pour l'initiative de cette émission. Merci. Remercier Canal 3 Bénin pour ses accompagnements à votre égard. Ensuite, il me plaît de dire que s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de société. Pour nous, c'est ça, aux yeux de la science. Vous vous souvenez que au départ, à l'entame du régime du président Patrice Talon, il n'avait pas trop voulu communiquer. Et ça nous a amené dans les travers qu'on a connus. Donc, vous me demandez comment est-ce qu'on voit aux yeux c'est-à-dire de la communication institutionnelle, comment est-ce qu'il faut. Je crois qu'il faut renforcer la communication. Il faut renforcer la communication dans la mesure où, aujourd'hui, les médias classiques n'arrivent plus tellement à répondre aux aspirations des populations. Quand je dis n'arrivent pas à répondre, c'est-à-dire que les nouveaux médias vont vite, très vite, au point même où si vous êtes en train de faire quelque chose à l'intérieur du pays, par exemple, si vous devez attendre, c'est-à-dire vous appuyer sur un média classique, les autres, c'est-à-dire les nouveaux médias, ils dépendent le pas sur vous. Or, la communication est une denrée périssable. La communication est une denrée qu'il faut savoir manipuler pour éviter les manipulations d'autres personnes. Et surtout aujourd'hui, face à ce que nous appelons l'ensauvagement du web, il faut renforcer la communication, trouver les outils. Je crois que le président l'a compris parce que je crois qu'il a un service de communication digitale en bonne et due forme, mais je crois qu'il faut renforcer ces aspects-là de la communication pour que les efforts qui sont faits du point de vue développement ne soient pas annulés par les attaques des gens qui sont en face. Vous ne pouvez pas refuser parce que le monde est ainsi fait. C'est-à-dire que vous faites des choses, il peut y avoir des gens qui vont vouloir saboter un tant soit peu vos actions. Et pour régler ça, c'est la communication. C'est la communication et ici, nous sommes sur le champ de la communication institutionnelle qui n'a pas les mêmes appuis, qui n'a pas les mêmes dispositions que la communication gouvernementale. La communication gouvernementale est différente de la communication institutionnelle. Ici, c'est l'institution président de la République, c'est l'institution au sens du terme qu'on voit ici. Donc, on a besoin d'accompagner cela par les mécanismes prévus à cet effet. Pourquoi le président de la République est bien entouré dans ce couloir-là, on
n'a pas à lui apprendre grand-chose, mais on peut appeler son attention sur le fait que, surtout qu'on est en train de tendre vers la fin de son deuxième mandat, et il est bien séant qu'on rappelle à l'attention du président de la République que vous faites des choses, c'est bien, mais qu'on ne doit pas laisser annihiler, ensevelir ces efforts-là par l'ensauvaillement du web, comme on le voit. Parce qu'aujourd'hui, un jeune homme peut rester dans son coin là-bas et dénaturer votre propre image, vos propos, parce que la technologie en donne le droit. C'est vrai que quand on vient chez nous, spécialistes, nous pouvons, par des méthodes de fact-checking, savoir. Il y a des méthodes, il y a plusieurs méthodes pour savoir. Mais le temps de restituer l'information va vite. Ça va très vite. Et pour corriger, c'est souvent bien compliqué. C'est bien compliqué. Donc il faut renforcer. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes, je dirais, aux portes de 2026. Landry Adélakun, on parle d'une rentrée. Quand c'est une rentrée gouvernementale, on la compare toujours à une rentrée politique. Est-elle décisive pour le gouvernement aujourd'hui, quand on est aux portes d'une année charnière comme 2026? C'est une évidence. C'est une évidence. Vous l'avez suffisamment dit ce soir, et déjà que nous sommes à quelques mois, comme l'a rappelé tout à l'heure mon cher co-panéliste, à quelques mois des élections, donc les premières du genre depuis le renouveau démocratique, et donc pour un gouvernement qui est en train de finir et qui est censé jouer peut-être les dernières cartes, il s'agit donc d'une rentrée décisive. Mais moi je voudrais faire remarquer un élément très important, c'est que le gouvernement est parti en vacances. En toute logique, quand vous êtes allé en vacances, vous revenez, c'est ce qui a été fait, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Mais avant que le gouvernement n'y aille, il y a eu un élément qui était, selon les termes du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, bien sûr, en congé. Et donc, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que des congés qui ont précédé des vacances n'ont pas pu ramener celui qui était en congé et les vacanciers sont revenus démarrer la rentrée. Vous parlez du ministre de la Culture. Du ministre de la Culture, le ministre Jean-Michel Abimbola. Donc, je pense qu'entre autres défis aujourd'hui, je pense que c'est d'ailleurs même une question préjudicielle. Le premier niveau, dès qu'ils sont revenus, il doit maintenant nous dire si les congés sont terminés ou si on doit enregistrer encore ces congés-là dans la nouvelle année gouvernementale. Puisque là, oui, c'est des choses, c'est des détails, mais j'estime qu'il est important que notre peuple soit un peu exigeant, qu'on soit exigeant quand on a fini de choisir des acteurs politiques qui sont chargés de conduire notre destinée. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la limitation, quelle est la durée des congés. Mais une chose est sûre, on est allé en vacances, cela voudrait dire qu'on a fini l'année dans laquelle l'intéressé allait en congé. Nous sommes donc logiquement dans une nouvelle année. Et dès lors que nous sommes dans une nouvelle année, il faut maintenant qu'on nous dise est-ce que l'intéressé démarre la nouvelle année, donc le retour des vacances avec nous, ou carrément il ne veut plus revenir. Il faut qu'on ait une information, parce que là, il s'agit d'un ministre, d'un membre du gouvernement. Et l'autre chose, même s'il n'était pas ministre, il s'agit d'un citoyen béninois. Et donc, tout ce qui arrive à un citoyen béninois, et l'exécutif, en tout cas ceux-là à qui nous avons remis les prérogatives de nous diriger, doit pouvoir nous informer, au nom tout au moins, du droit fondamental à l'information des citoyens. Ça, c'est le premier chapitre. Quand on a fini de régler cette question qui me semble importante, donc les syndicalistes vous diront que c'est un préalable, quand on a fini de régler cela, maintenant il faut parler des questions essentielles. Aujourd'hui, si nous sommes à quelques mois des élections générales, et donc la première expérience, comme je le disais, il faut travailler à ce que les normes qui vont nous conduire à ces élections-là puissent être mises en conformité avec ce que certainement le corps social aurait voulu, ou encore ce que les standards internationaux en la matière, et que le Bénin, notre pays, a librement, j'insiste sur le mot librement, a librement ratifié, exige. Donc il faudrait qu'on puisse aller de trouver les moyens essentiels avec les acteurs politiques. Ils ont les outils nécessaires de voir quelles solutions ils peuvent trouver pour trouver une sorte d'entente qui puisse quand même nous éviter. Alors, sur quel élément attirez-vous notre attention? Les éléments sont trop nombreux, mais il y a quand même quelques éléments qui me paraissent fondamentaux. C'est d'abord la question, notamment, je veux parler du code électoral, c'est un secret de polichinelle, et donc je veux parler de la question relativement à l'élection, par exemple, des députés. Donc la question de 20%, 15%, des choses comme ça. Donc je vais parler de cette question-là, parce que je suis surpris, je ne vais pas appeler de nom, de voir qu'un des acteurs, membres d'un bureau politique, d'un grand parti, donc le second parti de notre cher co-panéliste, dit à l'occasion d'un débat, dans un panel, que si entre-temps on allait aux élections et qu'on n'arrivait pas à réunir le pourcentage exigé par le code électoral, on ne sait pas ce qui va se passer, que le juge constitutionnel va décider.
C'est très important que dès lors que nous savons qu'il y a une difficulté et qu'il faut aller vers le juge constitutionnel, je pense que le chef de l'État aujourd'hui, on nous a fait une rentrée, il faut qu'on puisse aller à la relecture. Ça, c'est un. Maintenant, sur la question même du parrainage, on va évoluer sur cet aspect. Pensez-vous que le code électoral en l'état est un sujet sur lequel le gouvernement devrait se pencher? Est-ce que vous pensez que ça revient au gouvernement de se pencher sur la question du code électoral, vous les acteurs politiques? Merci, mon cher ami. Je pense que je voulais d'abord rectifier un peu. Ce que vient de dire Michel Landry ne vient pas de moi, sûrement. Peut-être qu'il a. Il ne parlait pas de vous. Il a suivi. Ce que vous dites, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement qui vote les lois. C'est des prérogatives données à l'Assemblée nationale. Et les députés élus émanent du peuple. Ça veut dire ce que veulent les députés, ça vient du peuple. Vous êtes d'accord? La loi que nous avons, le code électoral que nous avons actuellement, c'est le code qui sécurise la participation de tous les partis politiques aux élections prochaines. L'opposition des lois doit en être fière parce que les conditions sont créées pour qu'ils participent aux élections. Ça, c'est un grand pas que nous avons fait dans ce code que les gens ne comprennent pas. Ok. Lorsque mon ami dit qu'il faut reprendre le code, il ne revient pas au chef de l'État de demander de réviser le code. Moi, mon parti politique, le président du groupe parlementaire de mon parti politique a introduit la révision de la Constitution. Et l'ensemble des députés s'est opposé avec le quota qu'il y avait, on ne pouvait pas passer. Et moi, j'avais aimé ce qu'il avait prévu dans ces révisions parce que ça me permettait au nouveau président élu d'organiser l'élection législative pour que sa gouvernance soit mise à apprécier. Mais les députés ont refusé et aujourd'hui, l'opposition aussi a voté contre cette révision, donc, avec certains de la mouvance. Et aujourd'hui, on permet au gouvernement actuel d'organiser les élections, de connaître les candidats aux élections présidentielles, 8 mois avant les élections, et d'organiser aussi les élections législatives. Vous voyez, là, c'est clair. Ça veut dire que chaque parti doit en réalité s'organiser autour de ses candidats. Et donc pour vous, le gouvernement n'a pas intervenu dans le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement ne veut pas? Le gouvernement vous savez, c'est le président de la République. Oui. Il n'y a aucun pays, vous voyez, il n'y a aucun pays où les lois votées à l'Assemblée, si l'opposition n'a pas la majorité, va le profiter. Ce qui se passe est normal. Dans un régime normal, c'est ce qui se passe dans tous les pays. Il n'y a rien d'anormal. Que les députés de la mouvance votent des lois, vous savez, et quand nous n'avons pas eu le quota nécessaire pour la révision de la Constitution, on a laissé le code électoral. Est-ce que c'est un chantier brûlant sur lequel le gouvernement devait réagir? Mon cher Christian, vous savez, moi je vous félicite pour ces heures de débat. Parce qu'il faut ce débat-là pour effectivement réveiller les gens, pour toucher leur conscience politique, avec qu'ils puissent savoir qu'en réalité, ils sont en face des êtres humains. Ils sont en face d'un peuple qu'ils doivent diriger, qu'ils sont en train de diriger. On parle du code électoral. Nous sommes en démocratie. Le code électoral, qui est là actuellement, est-ce que c'est consensuel? La question est là. Est-ce que ce code, pour nous, acteurs politiques, est-ce que ce code électoral est consensuel? Que ce soit pour l'opposition et pour la mouvance. Est-ce qu'aujourd'hui, les opposants et les mouvanciers sont d'accord que ce code est bon et qu'on parle d'élection avec? Mais ça a été voté par le Parlement. C'est voté par le Parlement, je suis d'accord. C'est voté par le Parlement, je suis d'accord. Mais si aujourd'hui, on constate que de notre côté, de côté des opposants, je suis un patriote. Je parle pour dire ce qui est juste. Si on constate que ça fait grincer dedans, mais il faut qu'on voit la partie qui dérange. Pour que, dans la paix, dans la compréhension, dans l'unité, nous puissions faire ce que nous voulons faire avec ce code électoral-là. Mais là, ce n'est pas le cas. Et qu'on est d'accord, et puis faire le forcing. Oui. Pensez-vous que le gouvernement a un rôle à jouer? Puisque là, nous sommes en train de parler de la reprise des activités et puis de cette rentrée qui sera beaucoup plus décisive pour le gouvernement pour régler certaines questions. Oui, ici déjà, nous disons que, bon voilà, ou bien nous avons le courage, le réflexe de dire que le gouvernement peut dire quelque chose par rapport à ça. On a dit qu'il y a ce que se faisait avant par rapport à ce code électoral, on a dit que le gouvernement avait sa bouche, avait sa main. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que le gouvernement doit dire quelque chose par rapport à ça. Ceux qui sont chargés de s'occuper de ce dossier ont donc l'obligation de se pencher là-dessus pour voir s'il y a quelque chose à faire. Au cas contraire, on fait avec. On vous écoute.
Oui, je reviens toujours à ce que je dis. C'est-à-dire que, oui, je reconnais qu'il ne revient pas au gouvernement donc, de prendre l'initiative de la relecture du code électoral. Cependant, nous sommes tous d'accord que, compte tenu du volume des contestations que ce code-là génère, nous sommes d'accord qu'il y a quelque chose à faire. Ce que nous disons de notre position, il se pose toujours des problèmes de communication. Vous allez voir, les contestations qu'on voit dans la presse, c'est des gens qui les expriment. Donc, il est bien séant d'appeler l'attention du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, sur la nécessité de trouver les mécanismes pour dire ce qui est fait par rapport au souhait du peuple, par rapport au code électoral. Parce que si rien n'est dit, ceux qui travaillent pour dire c'est un mauvais code, c'est ceci, c'est cela, c'est seulement leur opinion qui va émerger. C'est en cela que nous disons qu'il faut trouver les mécanismes. Surtout ne pas s'écarter des possibilités qu'offrent les nouveaux médias pour communiquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux par lesquels le gouvernement... Je crois qu'entre-temps, il y avait Ascagou, tout ça là, le gouvernement... Ascagou, oui. Bon, mais c'est toujours là. Si c'est toujours là, il faudra renforcer ça pour que l'autre opinion ne prenne pas le pas sur ce qui est fait. Parce que je n'ai pas entendu encore un membre du gouvernement, je n'ai pas entendu le porte-parole du gouvernement, encore moins le président de la République, dire que ce que vous dites là, c'est ajouté à la poubelle. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire ça. Alors, cette opinion-là compte aussi à être su des Alors, quand vous parlez du code électoral, il y a beaucoup d'éléments qui sont associés, beaucoup de dispositions. Je pense qu'on trouvera un autre moment pour aborder beaucoup plus en profondeur le code du code électoral. Mais parlons justement de cette reprise des activités au sommet de l'État officiellement avec cette rentrée gouvernementale. Il y a quand même beaucoup d'autres sujets qui intéressent nos concitoyens au-delà des sujets politiques, un peu comme le code électoral, la question par exemple du panier de la ménagère, nous l'avons abordé dans le premier plateau avec les confrères, et bien d'autres sujets, les questions de l'éducation dans le Vox Populi que nous avons eu à réaliser également pour cette émission. N'est-ce pas des chantiers sur lesquels le gouvernement devrait beaucoup plus se pencher les jours, semaines et mois à venir? Landry. C'est une évidence également, je réponds ainsi, mais je voudrais, par respect à la science, revenir sur tout ce que j'ai entendu, notamment ce qu'a dit c'est très important parce que la télé, c'est d'abord l'information, mais c'est un droit fondamental. Il faut que les gens comprennent ce que c'est que la science et les normes. Quand il a dit tout à l'heure que ce n'est pas du rôle du gouvernement ou du président de la République d'initier la révision du code électoral, mais je vous en prie, nous sommes en public, ce n'est pas correct. C'est ce qui est laissé en fait dans l'imaginaire collectif. Nous sommes en droit, cher René. Le chef de l'État, lorsqu'une loi a été adoptée, a le pouvoir de demander la relecture de la loi. Tout ce que nous demandons, c'est la relecture de la loi, cher René. Et donc, il me dit ici, moi, je pouvais me taire, mais puisque nous sommes en droit et que deux juristes, nos grands patrons nous suivent, je ne peux pas laisser passer ce que je viens d'entendre. Donc, je suis d'accord sur le principe que c'est l'Assemblée nationale, mais dès lors que la loi est adoptée et qu'il y a des choses à corriger, soit la Cour constitutionnelle peut faire un renvoi vers le Parlement pour demander la relecture, ou carrément le chef de l'État peut le faire en tant que président de la République. Est-ce qu'il était important pour le chef de l'État de demander la relecture? Non, justement, c'est vrai. Moi, je veux voir l'Église catholique se prononcer sur le plus sérieux de la société. C'est vous voyez ça. Je pense le peuple a élu des députés qui sont censés légiférer et qui ont légiféré et qui ont renvoyé au chef de l'État pour promulgation et revenu au chef de l'État de dire non. Mais c'est pas possible. Tous ceux qui aujourd'hui ont désigné l'Assemblée. C'est pas le droit pour légiférer, c'est l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas bien. Je pense que
va se faire comprendre. C'est l'exclusion de l'opposition des élections. Alors que ce code électoral sécurise l'opposition. L'opposition a ce qu'il faut, le nécessaire et de pas les élections. Je pense, tout ce que je veux voir. Je pense, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que nous allons revenir beaucoup plus en profondeur sur cet aspect de la chose. Je pense que pour la rentrée gouvernementale, et quand on se réfère d'ailleurs au relevé du dernier Conseil des ministres, nous avons vu la décision qui a été prise, cette loi qui a été envoyée à l'Assemblée nationale pour examen et vote par la suite sur la chefferie traditionnelle. C'est quand même un pas que vient de poser le gouvernement, Landry. Oui, je reprends donc les minutes qui m'ont été malheureusement soustraites par mon cher René, mais je les lui concède, tout en disant que nous allons revenir sur quelques éléments qui, pour le bien de nous, vos enfants et de vos jeunes frères, ce n'est pas bien qu'il certaines informations. Donc il n'y a pas de souci, donc je suis d'accord. Et les chantiers, effectivement, ce n'est pas seulement que politique. Donc déjà dans les chantiers politiques, on peut ajouter les questions liées aux détentions qui continuent, aussi à ceux qui sont hors de nos pays pour des questions. Donc il y a ça. Donc les questions essentielles aujourd'hui, la chefferie traditionnelle. Dès que nous avons vu la loi, nous avons dit voilà, enfin nous sommes en train de prendre le pas. Parce qu'il faut dire que c'est à travers la révision de 2019 que nous avons bien voulu consacrer, c'est-à-dire donner une place de choix à la chefferie traditionnelle dans notre pays. Mais au même moment, il y a une loi qu'il faut reconnaître et dont il faut saluer le mérite. C'est la loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme qui a été également modifiée. Donc vous avez vu la réforme à ce niveau-là. Désormais, à la Commission béninoise des droits de l'homme, ce ne sont plus, je vais dire, des gens qui allaient tels que c'était, mais désormais, ce sont des experts avérés dans leur domaine. Et vous avez vu, on est revenu également sur le chiffre. Et parallèlement, même déjà pendant les vacances, on a vu l'inauguration de certains marchés qui continuent. Peut-être après, les spécialistes des questions de marché pourraient voir s'il y a des choses à y reprocher ou pas. Donc je pense que ce sont des éléments sur lesquels il faut quand même applaudir le gouvernement. Et dire que, aussi nous avons vu que quand on prend le secteur de la culture, même si le ministre de la culture n'est pas là, il y a le ministère, c'est que... le ministère là, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, comme si je savais qu'on allait y arriver, je vais aller dans un département ou bien dans une commune du ministre. Je vais parler de Kétou. Parce qu'au Conseil des ministres, on a eu le mérite quand même de rappeler que, comme on appelle, le patrimoine à Kabaïdena sera relevé et tout. Donc vous voyez un peu, c'est un élément très important. C'est pour cela que je disais, même si le ministre et fils du terroir n'est pas là, malheureusement. Donc il y a ces éléments-là qu'il faudrait quand même encourager et comprendre que le gouvernement, pour moi, semble être davantage résolu dans la logique du développement. C'est-à-dire, on est revenu pour continuer avec assez d'énergie les actions de développement qui ont toujours été engagées. Mais nous le disons, il ne peut pas avoir de développement dans un climat à risque. Et c'est là où je reviens également sur la question sécuritaire. Aujourd'hui, le Bénin, notre pays, malheureusement, se retrouve frontalier à des États qui sont un peu en situation d'insécurité grandissante. Et cela appelle de la part de nos gouvernements assez d'efforts. Déjà, les efforts sont faits, mais il faut que, déjà, quand on regarde un peu les mois qui nous restent pour les élections, le climat actuel et aussi les tentatives ou encore les réalités liées au kidnapping que des individus dans la société peuvent se permettre d'organiser. Donc quand vous faites l'existence des gangs aujourd'hui, malheureusement c'est ça, quand vous faites l'existence des gangs, quand vous faites la réalité dans les pays d'à côté et quand vous regardez le climat politique, vous vous dites que la question sécuritaire aujourd'hui est un enjeu. Donc enjeu, premier élément, c'est que le gouvernement doit travailler d'abord à démanteler les gangs. Il faut d'abord les identifier, les démanteler proprement pour que chacun de nous, qu'il soit du parti Bloc républicain ou l'Union progressiste ou nous aussi, nous soyons en sécurité. Et aussi, il faudrait pouvoir continuer à travailler pour que ceux qui prennent notre pays comme étant des bases arrières, je vais parler des terroristes, puissent avoir quand même de la réponse. Ouais, déjà, il y a de la réponse, mais puissent continuer à avoir de la réponse en face. Et après, ne pas banaliser. Ça, il faut ne pas banaliser les discours, les débats, les suggestions. Ce sont des suggestions qui sont en train de naître autour de la question du code électoral. Il ne faut pas banaliser parce que nous avons encore présent à l'esprit les malheureux événements de 2019 et de 2021. Et donc, il ne serait pas bien de sacrifier encore des vies humaines sur l'autel peut-être des questions de l'ego. On dit que des droits ont été sécurisés. Je pense qu'il faut travailler à cela. Oui, mais pour les enjeux, les défis. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit qu'il faudrait que dans les actions, dans les jours à venir, nous puissions dire que voilà, ils sont rentrés des vacances avec de grandes ambitions. Et comme on l'a soulevé tout à l'heure dans le débat en ce qui concerne la chefferie traditionnelle, ce sont des grands pas. Donc on attend beaucoup de choses par rapport à ça. C'est vrai, le frère a abordé beaucoup de pans.
qui sont effectivement très importants, et il est aussi très urgent pour nous de rappeler au président et à son équipe qu'en réalité, il faudrait qu'il commence par apprendre à écouter réellement le peuple. Pour le Bénin Landa aujourd'hui, le Bénin va mal. Les populations à la base sont en train de souffrir. Et quand tu vas au contact des populations dans les milieux ruraux, dans le passé, quand vous donnez 500 francs, 1000 francs, aux gens, ça ne leur dit rien. Parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez 100 francs dans un village, au fait de Bénin, ils sautent. C'est-à-dire que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui va se faire. Et si déjà on parle du social, c'est vrai, social, c'est vrai, il faut qu'on en parle correctement parce qu'il faut ça pour que les gens puissent savoir que quelque chose se fait. Il faudrait que le régime actuel puisse, à travers son porte-parole ou bien ses experts, puisse expliquer en réalité ce que l'État est en train de faire par rapport à ce social-là. Je prends un exemple. Vous voulez faire une carte d'identité, par exemple, à l'époque, dans un passé récent. Il faut une souche, il faut aussi, vous faites des tours, des va-et-vient, aller à Tamchaka, vous faites tout, avant d'avoir la carte d'identité aujourd'hui. Mais depuis que le boss est venu, je l'appelle le boss, depuis votre chambre, vous remplissez les formalités, le formulaire. C'est du social, ça. Le le concept est mal expliqué. C'est mal expliqué, les gens ne comprennent pas. Et quand on dit social, donc je pense que bon, il faut prendre les sous, on les met dans leur poche, ou bien que les trucs pour qu'ils puissent être. C'est pas ça, il faut qu'on touche là. C'est comme dans le social là. C'est du poids dans l'explication. Sur le plan de la sécurité, je l'avais abordé tout à l'heure, oui. C'est un pas très important. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité, le social, l'éducation, tous les aspects. La culture, moi, vous êtes un acteur culturel. J'ai recruté le Koufou par rapport à un festival, mais je n'ai pas senti que je suis dans un système où il y a un ministère qui s'occupe réellement de la culture. On a quand même vu des festivals, on a vu le festival Vaudou, des masques et d'autres choses. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous par rapport à ça, mais est-ce qu'en réalité, on devrait limiter les actions culturelles à des... circonscrit dans une zone donnée. D'accord, oui, on vous écoute, Joël. J'aimerais d'abord dire aux amis qu'il n'y a pas un pays où il y a sécurité zéro, il n'y a pas de risque. Et qu'il faut observer de 2016 à ce jour ce qui a été fait par rapport à le passé. Tout Béninois doit convenir avec moi que ça a avancé. Du point de vue sécuritaire, le Bénin a vraiment grandi. Et lorsque nous prenons la sous-région, je pense que le Bénin est l'un des pays plus en sécurité, malgré les problèmes que nous avons dans le nord. C'est normal et le gouvernement du Bénin travaille à cela. Sur le plan social, le gouvernement a fait beaucoup d'actions. Et c'est pourquoi je voudrais de votre plateau profiter pour demander au gouvernement d'aller au-delà des arrondissements, d'aller dans les quartiers pour informer les populations. Beaucoup de choses ont été réalisées pour ce peuple, mais le peuple n'est pas informé. Et comme l'a dit mon cher ami tout à l'heure, l'argent qu'on nous distribuait hier, c'est aujourd'hui à construire le Bénin. C'est très important. Et moi, j'ai été vraiment séduit. Vous voyez, à la fin des tournées, au niveau des arrondissements, nous avons expliqué des trucs. Et au peuple, les gens disent, mais ça, mais on nous a dit que c'était... Mais il faut aller encore plus. Ce que je demande au chef d'État, au gouvernement de Patrice Talon, c'est d'aller informer la population de ce qui a été fait. Ça doit constituer l'un des grands chantiers que nous devons faire dans les 15 mois à venir. Il faut aller dire au fait fond des villages, voilà ce qui a été fait pour vous. Voilà là où nous étions. Là où vous étiez à notre arrivée, voilà ce qui a été fait en si peu de temps. Et au peuple, bon, de dire, voilà, nous sommes satisfaits, voilà ce que nous voulons encore. Nous avons fait cet état au niveau des communes, au niveau de l'arrondissement, et moi je pose au plateau pour demander au chef de l'État, au gouvernement d'aller au-delà des arrondissements. Et donc pour les quelques mois qui restent, il faut forcément descendre sur le terrain. Nous avons déjà lancé les grands chantiers. Vous savez, ce que les Béninois ne comprennent pas, pour être élu président, il faut avoir un programme de société. Nous avons un programme d'action sur lequel nous avons été élus. Et c'est ça notre boussole. Le PAG1, qui nous disent, je veux des contradictions, qu'on nous dise, voilà ce qui a été prévu par votre gouvernement et que vous n'êtes pas en train de réaliser. On est déjà à 80% de ce qui est prévu. Donc d'ici quelques jours, ça va aller encore plus. Donc c'est pour vous dire, c'est quand on n'a pas de boussole pour la gouvernance que c'est difficile. Nous suivons la boussole que nous avons. C'est dessus ça que nous sommes engagés avec le peuple noir. Et à la fin, en 2026, vous allez voir comment le peuple noir. J'avais oublié, il y a un aspect qui est très important. Il y a beaucoup aujourd'hui de nos citoyens qui sont annexés, d'autres sont en prison. On parle des prisonniers politiques et consorts. C'est le moment pour le président Patrice Talon de se pencher sur ce dossier-là pour que ceux-là soient soulagés.
au grand bonheur du peuple béninois. Alors, pour le dernier truc, prisonniers politiques, c'est quoi? Mais non, je me rends compte que la définition des concepts. Vous analysez cette information. Aujourd'hui, voir les ministres descendre sur le terrain, les ministres descendent sur le terrain, le chef de l'État descendre également sur le terrain, être beaucoup plus au contact des populations hors des bureaux de la présidence de la République ou des ministères. Non, je crois que on peut faire ça une fois en passant. Mais faire ça tout le temps, vous n'allez pas voir de par le monde un gouvernement sérieux, les pays développés, les grands pays que nous tentons d'imiter. Vous n'allez jamais voir les membres du gouvernement descendre à tout bout de champ sur le terrain comme ça pour dire qu'il doit être proche des populations. C'est en cela que je dis que le gouvernement doit renforcer par les canaux appropriés pour atteindre les populations. Le gouvernement a fait l'effort qu'il y ait des radios communautaires un peu partout. Aujourd'hui, la technologie a permis que nous avons la radio, nous avons la télé et beaucoup d'autres canaux de diffusion sur nos portables. C'est vrai, on me dira que tout le monde n'a pas de portable, mais quand même, on peut communiquer par là. Au lieu de voir nos autorités sur le terrain tout le temps. Parce que j'ai entendu mon ami, je peux le dire tout à l'heure que bon, il faut descendre dans le quartier. On va descendre combien de fois? On a fait ça une fois pour la technologie. Il faut utiliser les canaux pour communiquer. Les canaux pour communiquer. Il faut utiliser ces canaux-là. Puisqu'en réalité, quand les gens descendent sur le terrain, finalement, c'est les médias qui relaient. D'accord. Il faut s'appuyer alors sur les médias, oui. Pour vous. Comme je le dis, oui, et je continue de le dire, en 2026, ce sera une grave erreur pour nous si en temps le pouvoir tombait dans les mains de quelqu'un qui n'est pas dans la logique d'une continuité crédible et objective. Parce qu'il nous faut cette continuité pour que les erreurs qui font grincer les dents aujourd'hui puissent être corrigées et que ce qui a fait de bien puisse être amélioré au grand bonheur du peuple béninois. Si ce n'est pas le cas, et qu'il faut aller avec des politiciens globoto pour retomber encore dans l'Est, c'est-à-dire de ce qui n'est pas possible, si c'est grave pour notre peuple béninois. Et pour vous, vous souhaitez vous revoir l'équipe gouvernementale être beaucoup plus en contact des populations ou ce n'est pas nécessaire? Non, il faut ça. Il faut ça. Il y a une question que vous pouvez voir par rapport au ministre de la Culture. Permettez-moi, j'ai vu mon ami Landy revenu plusieurs fois sur ça. Oui. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, on ne dirige pas un pays par les rumeurs. La position du gouvernement, le gouvernement censé vous apporter la vraie information, à parler par son propre parcours, dire voilà la situation du ministre de la Culture. Il faut s'en tenir à ça et ne pas regarder les rumeurs. D'accord. On ne peut pas diriger le pays par les rumeurs. Oui, c'est important. Alors pour vous, pour le reste du temps, ça va se passer comment? Le contact, maintenir le contact avec les populations, continuer à faire aller plus au contact de la population. Parce que beaucoup de choses ont été faites. Suivre les chantiers qui ont été amorcés et lancer les autres chantiers qui restent en attente dans nos pays de société. Ce n'est que ça. C'est les grands travaux qui nous attendent pour 2026. Oui, je voudrais dire que M. Joël, il confirme, ça dit, il banalise cet effet, ce n'est pas bien. Non, vous savez, il ne veut pas dire que demander l'information plus approfondie sur la position et ce qui arrive à un membre du gouvernement qui est payé par les frais du contribuable est une rumeur. C'est une non, il fait comme si le gouvernement a passé l'information. Merci à vous.
Landry Adelako, merci à vous Igor Aguilawa, je vous dirai également un grand merci Philippe Dansou et merci à vous Joël Bossibou. Le temps est complètement parti. Le temps est complètement parti. C'est un rendez-vous chez vous. Merci à chacun et à tous et merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Merci.